Salut les amis, dans cette vidéo, on va voir quel est le critère numéro 1 qui définit un bon investissement, ensuite comment trouver un business qui battra le marché, ensuite quel est le problème avec les prévisions trimestrielles de chiffre d'affaires, de bénéfices, etc. Ensuite comment réduire son risque et est-ce que la volatilité a quelque chose à voir là-dedans. Et enfin on verra quand est-ce qu'il faut vendre une action. Et pour tout ça on va se baser sur une présentation de Chuck Akre. Donc Chuck Akre c'est un investisseur pro qui a fait 17% par an pendant la durée de vie de son fonds, donc depuis 2009. Et là, très récemment, il a laissé la place, donc c'est plus lui qui gère le fonds. Donc je ne sais pas si on peut encore s'en inspirer. Enfin, s'inspirer de lui, oui, mais du fond, pas sûr. Donc on va regarder ce qu'il a à dire sur ces différentes questions. Et on commence par quel est son critère numéro 1 qui définit un bon investissement. Donc on va regarder un petit passage, je vous mets les traductions en français, et puis je commenterai juste après. So when we get to the piece about what makes a great investment, I go back to this issue of rate of return. You know, sometimes a great investment might be simply described as, well, it met my goal. That doesn't tell you anything. Rate of return, we say in our firm, is the bottom line of all investing. And that's a really important thing to think about. And so Rob and I were talking before this chat today about businesses that compounded 8 or 9%. And I said, you know, 8 or 9%, when you compare it to a 1.5% interest rate on the 10-year, is pretty attractive, and everything's relative. But I think rate of return is hugely important, and so then I went to discover what the historical rates of return were in all different asset categories: stocks, bonds, art, real estate, oil and gas, collectibles, fancy cars, you name it. And when I was looking at this over maybe 70 years, now over 100 years or something like that, the data indicates that public companies in the United States have compounded at roughly between 9 and 10% a year. And that's better than all other asset categories, and it's unleveraged. And so that causes me to ask another question. And that other question is, well, why is that so? Why isn't it 3% or why isn't it 16%? And I'm not terribly mathematically inclined, and so I use the term that it correlates, but I don't do that with a mathematical background. I'm just saying I observe that 9, 10%, not too precise, approximates what these companies are earning on the shareholders' capital. That is, we refer to it simply as ROE. We look a little bit more in depth. We're talking about free cash flow return, subtracting maintenance capex and that sort of stuff on the owner's capital employed. And so I go from there to posit the following. Our return in an asset will approximate the ROE over a period of years, given constant valuation and given the absence of any distributions. So you all look up at me and you say, well, you fool, everybody knows you don't have a constant valuation in the stock market. So we just work very hard to have an attractive valuation at the start. And you know, as it relates to compounding your capital, your opportunity for a higher rate of compounding is enhanced by a lower valuation at the start. I mean, it's just... Ok, donc dans ce premier extrait, il nous dit que le S&P 500 il a une performance moyenne annuelle entre 9 et 10%. Et il s'est demandé pourquoi est-ce que c'est 9-10% et pourquoi c'est pas 3% ou 16%. Et donc il a remarqué qu'il y avait une corrélation entre la performance long terme du marché et le ROE moyen du marché. Et il se trouve que le ROE moyen du marché, il est entre 9 et 10%. Donc pour rappel, le ROE, c'est le retour sur investissement interne de l'entreprise. Donc quand l'entreprise, elle prend le free cash flow qui lui reste, elle le réinvestit dans la machine, quel est le retour sur investissement que ça donne. Et donc en moyenne, c'est 9-10%, et c'est ça qui explique la performance long terme du S&P 500. Et donc il considère que le critère numéro 1 pour trouver un bon investissement, c'est le ROE, et donc d'avoir un ROE qui est supérieur à la moyenne. Ensuite, il précise qu'il utilise le terme ROE pour simplifier, mais en vrai, il n'utilise pas la formule de base du ROE. En fait, il utilise ce qu'on pourrait appeler un cash return on capital employed. Donc c'est au numérateur, au lieu de prendre le bénéfice net, il prend le free cash flow. Donc c'est par exemple ce que je fais dans mes 6 critères de qualité. Donc ici c'est un cash return on capital employed. Donc c'est le free cash flow divisé par le capital employed. Donc c'est ça qu'il utilise comme critère d'investissement numéro 1. Et puis il explique que la performance d'une action, elle sera égale au ROE dans le cas où la valorisation reste constante. Donc par exemple une entreprise qui resterait tout le temps à un price sur free cash flow de par exemple 25. Donc si la valorisation ne bouge pas et en l'absence de distribution, donc s'il n'y a pas de dividendes par exemple qui sont versés, alors dans ce cas la performance sera égale au ROE. Et comme dans la réalité les valorisations ne sont pas constantes, les multiples ils fluctuent en permanence, il fait très attention à acheter ses actions à des valorisations qui sont correctes, voire faibles, pour du coup que la variation du multiple
de valorisation n'ait pas un impact négatif sur sa performance, et qu'au contraire, en achetant à un multiple qui est assez bas, il y a plus de probabilité qu'il y ait ensuite une expansion du multiple, donc par exemple passer de 15 fois le free cash flow à 25 fois le free cash flow, et dans ce cas-là, l'expansion du multiple aura un impact positif sur la valorisation, alors que si il ignorait la valorisation et qu'il achetait un multiple de 40 fois les bénéfices, et puis plusieurs années plus tard, quand l'action est passée à peut-être 20 fois les bénéfices, et bien dans ce cas, la valorisation aurait eu un impact négatif sur sa performance. Donc voilà, ça c'était pour la première partie, donc critère numéro 1 qui définit un bon investissement, c'est le ROE ou ROCE ou ROIC. En vrai, ce qui est important, c'est surtout d'utiliser le free cash flow au numérateur. Mais ce qui est assez rare à trouver, donc en général, il faut le calculer soi-même, donc c'est pour ça que je l'ai mis ici comme critère. Donc passons au deuxième extrait, donc là il va nous expliquer comment trouver un business qui battra le marché. Donc en gros il va nous donner ces 3 critères d'investissement, donc le premier il vient d'en parler, il va en parler un petit peu, et ensuite il en a 2 autres, donc c'est parti. Well, for a long period of time. So then my next question is, well, how is it that we identify an investment which will likely lead us to an above average rate of return? What are the characteristics and what kinds of businesses earn above average rates of return? So we say very, very carefully that we like to fish in the pond of high return businesses. And so it makes it much easier for us to get our focus up front is we start with the notion of what kind of returns on capital does that business earn? And I'm just do something a little bit interactive here today. If I ask Saurabh, what is the typical net margin of an American business today in percentage terms, what would you say? 10 to 15%. So you think it's 10, maybe a little bit above that. I'd suggest that most people answer it's probably in mid or upper single digits. All right? And an investment that we own, I'll come back around to later on, is MasterCard and Visa. And does anybody want to guess what the net margins of MasterCard and Visa are? 40. There you go. So they're in the mid-30s. You know, and you could cut that in half twice, and at worst it would be an average business. It's extraordinary. So I actually was talking to some people about this at the Munger meeting the other day, people who are well-schooled in the market and good investors, and they had no idea. They just didn't think of it that way. But that happens to be the way we think about it because we have this little idea that our returns will be affected by the quality of the business and the rate at which it can grow the economic value per share. So by the way, in MasterCard, I can come back to it, but it also then causes us to spend a lot of time trying to figure out, well, why is that so? What is it about the essence of that business that allows them to earn returns that cause them to have a big bullseye on their back, that everybody, all other companies want a piece of a business that has returns that are that high. So in my office, for some really unknown reason, I had on the desk an old-fashioned milking stool. And it had come to me through my father, and it had come to him through a business partner of his. And on the top of this platform, it stands about that high, and it has 3 legs. And the first 2 are in the front, and the third one is in the middle and the back, and they're splayed. And a farmer who was milking his cow would grab that back leg and sort of just stick it up under his behind as he sat down to milk a cow. This was in the old days when they did it by hand. And so I was looking at that one day, and I thought, you know, that's actually a perfect construct for our notion about what makes a valuable investment. And we call it the 3-legged stool. So if you looked at our material is resplendent with these 3-legged stools. And the first leg of that, and we just use this as a shorthand version, a construct to help us think in very simple terms about how you find these great investments. So the first leg is this issue of a high return business, an exceptional business. MasterCard is an exceptional business. The average business earns, call it 8% after tax on earnings, and MasterCard earns 34%. That's exceptional. I mean, even if the average were 10% would be exceptional. But I mean, MasterCard's 34%. My God, it's really incredible. So the first leg of the stool that we talk about is the quality of the business enterprise. And we spend a lot of time going down this road that we call, what's the essence of this business? What is it about the business that's causing this unbelievable rates of return to occur? The second leg of the stool then goes into the operations. It has to do with the people who run the business. And the shorthand version of that is we want them to have both skill and integrity. But what we say is that they've got a demonstrated record of being just killers at operating their business. But in addition to that, they treat us as partners even though they don't know us. And it's a really important idea because the reverse of that is somebody I heard described the other day is talking like Warren Buffett and acting like Ronald Perelman. And there are people out there, and you'll find them, you'll run across them,
who do whatever they can to make sure that the public shareholders don't get their fair share. And we don't want that. We want the same thing happens at the company level to happen at the per share level. And that these are wonderfully skilled operators as well. So first leg is the quality of the business. The second leg is really the quality of the people who run the business. And then the third leg is the issue that really helps create the value, and that's the reinvestment. And there's a book out pretty current now called Dear Mr. Chairman, or Dear Chairman. And it's about activists and companies and trying to change the behavior of companies typically because of their reinvestment histories. And if a business has a great high return on the owner's capital, we would love for them to be able to take all the free cash they generate and put it back into that business to continue to earn those high rates of return. It's way more efficient than paying us a dividend, all of those things, and that's what creates the compounding effect. And when I get around to compounding, I always use the example, you all have seen it on the web, about the penny. And so I'm going to ask this engineer right here, would you rather have in this hand $750,000 or a penny doubled every day for 30 days? So you want the penny, right? I knew that. So instead of $750,000, I'm going to make it $2 million in my right hand versus the penny, doubled every day for 30 days. Penny. You still want the penny. So I figured that. How about $2 million won? Well, I mean, this choice, it was $2 million before. You still took the penny. I'm saying, how about if I make it $2 million won? That's a lot of money. I picked $2 million. Yeah, see? Now, who knows right off the top of the head what that figure is? 10.8 million? Yeah, it's 10.8 million. It's 10,737,000 or something like that, some change. And so the simple arithmetic is it's 100% return for 30 periods, And that's the power of compounding. And so the really great thing about compounding, I tell people, is, if you have a stock that's going up 10 times, the next time it doubles, it's going up 20. And the next time it doubles, it's going up 40 times. What? Compound interest and compound return is just, it's staggering. Actually, I have a correspondence with Warren Buffett about this, and he always has said, as it relates to compounding, either you get it or you don't. And I wrote him a letter and I said, that was not my experience. My experience was I didn't get it until I experienced it. And that goes to this whole issue of investing. I have never been able to learn from other people's mistakes. I have to make my own. And so this process is designed to help me and my colleagues and partners have focus as it relates to how we're going to invest. Donc ici, en résumé, il nous répète que son premier critère, c'est un ROCE élevé, et il dit qu'après, il passe beaucoup de temps à se demander pourquoi, et que cette entreprise arrive à avoir des retours comme ça qui sont plus élevés que la moyenne. Ensuite, son deuxième critère, c'est un management qui est compétent et intègre, donc qui traite bien ses actionnaires. Donc pour ça, il y a différentes manières de le voir. Déjà, une manière parmi d'autres, c'est de regarder les rémunérations en actions, donc les SBC. Les rémunérations en actions, c'est avantageux uniquement pour les salariés de l'entreprise, mais nous, en tant qu'actionnaires, ça nous dilue. Ça veut dire que la proportion de l'entreprise qu'on possède, elle diminue, et si l'entreprise veut donner beaucoup d'actions aux employés sans pour autant diluer les actionnaires, il va falloir qu'ils fassent des rachats d'actions pour compenser. Mais il y a plein de business qui arrivent à très bien croître en rémunérant assez peu en actions leurs employés, et qui en plus font des rachats d'actions, et qui donc font croître très vite le nombre d'actions, et qui donc font augmenter très vite la proportion de l'entreprise possédée par chaque actionnaire. Donc pour donner deux exemples extrêmes, on va prendre Workday qu'on a vu l'autre jour dans une vidéo. Si on regarde Workday dans les flux de trésorerie, ici, on a les rémunérations en actions, 1,4 milliard, alors que le free cash flow, il est de 1,9 milliard. Donc on a les 3/4 du free cash flow qui en réalité sont des rémunérations en actions. Donc ça devrait être déduit, donc ça fausse beaucoup les chiffres. Et à l'extrême opposé, on a par exemple Visa, il y en a d'autres, mais c'est un exemple classique. Donc c'est 765 millions de dollars de rémunération en actions pour les employés, pour un free cash flow de quasiment 20 milliards, donc ça représente, je sais pas, genre 5%, quelque chose comme ça. Donc on voit que ça n'a rien à voir, ça varie drastiquement d'un business à l'autre. Donc ça, les SBC, c'est une manière de voir si le management est intègre et s'il respecte ses actionnaires. Une autre manière, ça peut être de voir si le management est lui-même actionnaire de l'entreprise. Donc ça, l'exemple le plus simple, c'est quand le dirigeant et le fondateur, tout simplement. Donc on a par exemple Mark Zuckerberg qui possède encore 13% de Meta. Il y en a plein d'exemples comme ça. Par exemple, dans les entreprises dans lesquelles je suis investi, il y a Fortinet, où les deux frères cofondateurs ont encore 20% de la boîte. Donc voilà, dans ce genre de cas, on est dans le même bateau que les dirigeants. Donc il y a beaucoup plus de chances qui nous traitent bien, puisque on est actionnaires tous les deux. Et une autre manière, ça peut être d'analyser l'attitude, la manière de s'exprimer, etc., du management. Donc ça se voit par exemple, notamment dans les transcripts. Donc quand on lit ici le CEO qui s'exprime, on a ça pour toutes les boîtes, c'est toujours le CEO qui s'exprime en premier. Par exemple, ici,
on a Mark Zuckerberg. Et là, ce qui peut indiquer un danger, c'est par exemple si le dirigeant, il a tendance à essayer de hyper les gens, à créer un effet de mode sur son action. Ça, en général, c'est pas très bon signe. Pareil pour les managers qui essayent de mettre les problèmes sous le tapis, de pas en parler du tout, de pas être transparent, de les minimiser, etc. Et comme exemple récent que j'ai entendu de CEO qui ne crée pas du tout de hype sur son action, c'est le CEO de Booking. Donc vu que je suis investi dans la boîte, quand je me renseigne de temps en temps, et pour accroître ma connaissance de la boîte. Et donc hier, j'écoutais une interview du CEO, Glenn Fogel, et ce que j'aimais bien, c'est qu'à un moment donné, l'intervieweur lui demande est-ce qu'il prévoit de faire un split de l'action, puisqu'il lui dit l'action est à presque 4000 $, donc ça limite le pool d'investisseurs qui peut être intéressé. Et Glenn Fogel, il lui a répondu pourquoi est-ce que je ferais ça en fait, pourquoi faire moi, des investisseurs qui évaluent la valeur d'une action juste à partir de son prix, c'est des investisseurs que je veux pas. On veut des investisseurs long terme. Donc on n'est pas pressé de faire un split de l'action. Et si on le fait, ce sera pour des questions d'arrondi, pour quand on donne des actions aux employés, etc. Et d'ailleurs, ils en donnent assez peu en pourcentage du free cash flow, donc ça c'est un bon point aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé, parce que souvent, il y a beaucoup de CEO justement qui s'empressent, dès que l'action passe par exemple la barre des 1000 $, ils font un split direct pour que ça revienne à un prix très abordable, pour qu'il puisse y avoir beaucoup de retail investors, de petits investisseurs, et c'est typiquement ce qui peut causer des effets de mode, etc. Et donc moi je trouve ça plutôt positif, un CEO qui n'est pas pressé de faire des splits. Donc voilà différents exemples de choses qui peuvent montrer l'intégrité dans le management. Et son troisième critère, c'est que l'entreprise doit avoir des possibilités de réinvestissement. Donc, et que le business idéal, ce serait un business qui pourrait réinvestir 100% de son free cash flow à un ROCE qui est élevé, sans verser de dividendes, et parce que c'est le réinvestissement qui crée le compounding, donc les intérêts composés. Et il dit que les intérêts composés, c'est quelque chose qui est en général dur à assimiler. On le comprend intellectuellement, mais on a du mal à vraiment le réaliser. Et lui, par exemple, ne l'a réalisé que lorsqu'il l'a vécu dans la pratique. Parce que le cerveau humain pense pas en exponentiel, on a tendance à tout penser en linéaire. Et donc même si le sujet des intérêts composés, ça a été fait et refait sur YouTube, et tout le monde connaît le terme, mais je pense que la proportion des gens qui réalisent vraiment ce que ça peut donner, elle n'est pas si élevée, puisqu'on voit beaucoup de comportements court terme, alors que normalement, si tu as un business qui a un ROCE ou ROE, etc., qui est élevé, et qui reste élevé, et que l'entreprise arrive à réinvestir au moins une partie de son free cash flow, la meilleure chose à faire, c'est ne rien faire du tout, et laisser les intérêts composés faire le travail sur les années. Donc ça c'était pour l'extrait numéro 2, donc c'était le plus long, maintenant on va passer à des points un petit peu plus courts. Donc quel est le problème avec les prévisions trimestrielles? Donc vous savez quand à chaque résultat trimestriel, les analystes attendent, je sais pas, 5,17 de bénéfices par action, et parfois l'entreprise elle fait 5,16, parfois elle fait 5,18, et ça peut causer des mouvements sur les cours de bourse, donc on va voir ce qu'il a à dire là-dessus. Contrary to that is everything you see on the TV in the morning on Squawk Box or all those things. And they have a different business model. And their business model is mostly supported by financial institutions and other consumer institutions who want your eyeballs. And if it's a brokerage firm that's sponsoring it, the definition of a broker is to create transactions, right? You're advertising people, they want to create transactions, right? And what's the best way to create a transaction in the brokerage industry? Create what I call false expectations. And the false expectations are the notion that XYZ company earns $1.37 in the quarter. And the first thing that happens when they release their quarterly reports is everybody comes out and says, oh, they earned $1.38, they beat by a penny, you better buy it. Or they earned $1.36, they missed by a penny, you better buy it. Well, if you stop and think about it, unless you're very adept at trading the market on a daily basis, it's a sure loser for you. It's bad for your economic health. And as it relates to trading the market on a daily basis, you know, there are very powerful computer algorithms out there using all kinds of information not available to most of us that are competing against you. So I just make that observation. We try very hard to be investors in the value of businesses as opposed to speculators in the price of shares. Donc sur cet extrait-là, conclusion très simple, il faut ignorer totalement les prévisions à horizon trimestriel. Donc par exemple, prévision de bénéfices, prévision de revenus. Ce qui est encore 100 fois pire, c'est les prévisions de cours, genre objectif de cours à horizon un trimestre. Ça c'est le pire de tout. Et si vous possédez une action qui répond à tous vos critères, les fondamentaux sont inchangés, la valorisation est correcte, les résultats trimestriels tombent, et l'entreprise, au lieu de faire 12% de croissance, elle fait 11% de croissance, et à cause de ça, les gens sont déçus, donc le prix d'action baisse. Il faut voir ça absolument comme une opportunité, et justement profiter de la vision irrationnelle et court-termiste de la majorité, enfin en tout cas de beaucoup, pour nous faire des meilleures affaires.
Donc ça c'est sur le point des prévisions trimestrielles. Maintenant on va voir comment réduire son risque et est-ce que la volatilité a quelque chose à voir avec le risque. Donc c'est l'avant-dernier point, c'est parti. So we tell our clients and our prospective clients that our goal is to compound their capital at an above average rate while incurring a below average level of risk. So let's start with the back end of that. What do we mean by a below average level of risk? Well, the businesses we own typically have the following characteristics. They have more growth, they have higher returns on capital, they have stronger balance sheets, and frequently lower valuations than the market. So on their face, they're less risky. It's observable. Donc l'objectif qui se donne pour ses clients, c'est d'avoir une performance supérieure au S&P 500, mais pour un risque inférieur. Et donc pour réduire le risque, il a 4 critères. Premier critère, c'est une croissance qui est supérieure à la moyenne du marché. Deuxième critère, c'est un ROCE élevé, ça on l'a déjà vu. Troisième critère, c'est une bonne balance sheet. Donc en gros, ça veut simplement dire peu de dettes. Et pour ça, par exemple, une manière simple de le voir, c'est de voir en combien d'années l'entreprise peut rembourser sa dette. Donc on prend dette nette divisé par free cash flow. Et on voit que par exemple ici, Meta peut rembourser toute sa dette en un mois de free cash flow, quelque chose comme ça. Donc typiquement Meta, c'est une entreprise qui a une très bonne balance sheet. Et donc ça permet de réduire le risque. Et dernier critère, c'est une entreprise qui n'est pas trop chère. D'où l'intérêt de faire des valorisations et de s'assurer qu'on ne surpaye pas une entreprise. Donc une manière classique de faire la valorisation, c'est un discounted cash flow. Donc on prend le free cash flow par action actuel de l'entreprise, on l'estime dans le futur avec un taux de croissance, on regarde le multiple de valorisation finale de l'entreprise dans 10 ans, et ça nous donne à quel prix il faudra acheter l'entreprise aujourd'hui en fonction du retour sur investissement qu'on veut. Et faire ce travail de valorisation, ça permet de réduire son risque tout en augmentant sa performance en plus. Et pour ce qui est du lien entre risque et volatilité, on va voir ce qu'il a à dire. C'est parti. It doesn't have anything to do with volatility because our belief is volatility is a risk only in the short run. If you have an obligation in a year to buy a house or to do something like that, you probably don't want to speculate with that cash that you have set aside for that. But if it's 5 years or 3 years, you have the ability to put that money at work and have it work for you. So volatility is not in our lexicon basically in terms of risk. Donc là c'est assez clair, la volatilité c'est un risque uniquement à court terme. Mais comme on est des investisseurs long terme, la volatilité n'est pas un risque. Et au contraire, cette volatilité à court terme, c'est ce qui peut créer justement des opportunités de rentrée. Et une statistique à connaître par rapport à ça, c'est que plus on allonge l'horizon d'investissement, moins il y a de périodes pendant lesquelles le S&P 500 a eu des performances négatives. Donc pour être plus clair, il y a à peu près 50% des journées de trading qui ont eu des performances négatives. Par contre, il n'y a aucune période de 20 ans qui a eu une performance négative. Et entre les deux, ça ne fait que le nombre de périodes négatives ne fait que baisser au fur et à mesure qu'on passe de une journée de trading à 20 ans. Donc investir à long terme, ça permet d'éliminer totalement le risque de la volatilité. Et ensuite, le dernier point, c'est quand est-ce qu'il faut vendre d'après Chuck Akre. So Chuck, I have one final question for you. There was a 2006 interview of yours that I was mentioning to you before we began the conversation, and Penn National Gaming, I think, was one of the stocks that was a big part of the portfolio at that time, and so was this company called Markel. Mm-hmm. So I remember the stock price from that interview because it was 444, and today it's roughly 999. Yeah, so it's slightly more than double, but it's also been over 11 years. Yes. So the reason I'm asking is, does there come a point, even in the life of a good compounder, where the valuations are becoming optimistic enough and the future rates of returns that you can see are low, where one should maybe rotate or move from one position to another? How do you think about selling, in other words? Well, one side of that, I think the most difficult thing to do in our business is to not sell if you're a long-term investor. And that is the ones that are really great have been hard for me to identify. It's taken me a long time to understand how good the ones are that are really good. And with almost everybody has less time in market than I do. But for those who have fewer years experience, if you get a disappointing quarter or you get something like that, temptation is often to sell. And if you've got a really great one, that's probably a bad decision. It doesn't mean you can't lighten up a little bit and try to time it and buy some more. We don't do that very well, so we try not to fool around with it. Là, on lui demande selon lui quand est-ce qu'il faut vendre une action et est-ce qu'il faut vendre dans le cas où la valorisation commence à être trop élevée. Et il répond que le plus dur, c'est pas de savoir quand vendre,
mais c'est de réussir à tenir très longtemps justement sans vendre. Puisque quand on détient une action, le gros de la performance, il viendra quand on l'a depuis plusieurs années, 10 ans, 20 ans, voire 30 ans. Et pendant tout ce temps-là, il va forcément y avoir des news négatives, il va y avoir des résultats trimestriels décevants, et chacun de ces événements-là, ça va pouvoir être une excuse pour nous de vendre. Et ce qui est dur, c'est de réussir à tenir très longtemps sans vendre pour rien. Quand tu as fait en sorte de bien acheter, donc une bonne entreprise à prix correct, bah, la plupart du temps, quand tu décides de revendre, ça va être une mauvaise décision. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais le faire, mais c'est quelque chose qui revient très très souvent, que ce soit chez lui, dans tous les livres que j'ai lus, aussi de Terry Smith, Warren Buffett, enfin tous, regrettent systématiquement plus leurs ventes que leurs achats. Et donc moi, ça me fait dire que, en fait, je considère que tant que j'ai un doute sur le fait que je dois vendre ou pas, je garde en fait. Par défaut, je garde. Et si vraiment j'ai une très forte conviction sur le fait que je me suis trompé ou qu'il faut que je vende, dans ce cas-là, je vends. Mais voilà, je considère que vendre, en fait, c'est un des plus gros risques quand on investit, et qu'on a quand même essayé de faire les choses sérieusement à l'achat, évidemment. Donc si on résume tout ça en 10 secondes, ce qu'on veut, c'est des business qui ont des ROCE élevés, qui ont plus de croissance que la moyenne, qui ont peu de dettes, on veut les acheter à des valorisations qui sont correctes, on veut que le management soit compétent et intègre, on veut penser à long terme et on veut vendre le moins possible. Et pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez accéder à mon site d'analyse d'action en cliquant sur le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!